Tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. Oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Peu importe les mots. Le changement, j'y suis prêt. Moi, j'utilise les mêmes avec constance et cohérence depuis près d'une dizaine d'années. Les artifices de communication. Je pense que les Français ont besoin d'un langage de vérité. Les rideaux de fumée envoyés à l'opinion publique. Que c'est mentir aux Français. N'y change rien. Ce n'est pas leur dire la vérité. Je suis socialiste. C'est un mensonge à des fins uniquement politiques. Voilà la vérité. Et ce que je viens vous dire, cela sort de mon cœur. Je veux pas le laisser nous embarquer dans une sempiternelle langue de bois qui ne conduit nulle part. C'est pas la langue de bois, c'est pas un désastre. Ce ne sont pas des enfants crédules, les Français. C'est pas une langue de bois, non. Moi, j'ai fait l'atelier de désintoxication langue de bois en 2011. À l'époque, je travaillais dans le tourisme. L'atelier de désintox, notamment, on a fait l'exercice des mots qu'on peut mélanger à volonté et en faire une phrase. Et voilà, on a écrit tous les mots du tourisme et on l'a fait. Mesdames, Messieurs, je vous ai préparé une communication à 16 concepts opérationnels. Vous les connaissez tous, c'est avec eux que vous obtenez une subvention. Ce sont des mots qui ne veulent rigoureusement rien dire et qui ont l'air de dire quelque chose. En tout cas, ils ne disent pas ce qu'ils ont l'air de dire, et ce qu'ils disent vraiment, ils ne disent pas, enfin bref, voilà. Alors, oups, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Voilà, on peut couper si vous avez encore un doute. Et donc, quand c'est votre tour de parler, vous dites monsieur, enfin, ou madame, la représentante du conseil régional, monsieur le maire, madame la présidente, mesdames, messieurs. Je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. C'est la question du lien social que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle des acteurs. Donc pourquoi penser les acteurs autour de la question du lien social? Pour une raison au fond assez simple. Je crois qu'il est désormais indispensable de réaliser un partenariat local en s'appuyant sur une logique de contrat qui refonde la question de la citoyenneté en l'enracinant sur un territoire interculturel, c'est-à-dire en prenant le risque d'un véritable diagnostic partagé, parce que la démocratie, à l'heure de la mondialisation, nous oblige à repenser le vivre ensemble comme projet collectif qui ne ferait plus jamais l'impasse sur la solidarité, mais qui assoirait cette solidarité sur les acteurs eux-mêmes. Je veux parler, bien sûr, des habitants. Moi, personnellement, j'ai monté des dizaines de projets bidons. Sur je sais pas quoi, le développement du lien social, de territoire, de n'importe quoi. Développement du territoire, collaboration, participation, aménagement, les acteurs du tourisme. Peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est usé, mais à l'époque, aménagement du territoire, développement du territoire, j'étais agent territorial. Enfin, ouais, il y a les territoires partout, faire vivre le territoire, la population et le territoire. Le territoire, c'est le maillage le plus fin qui existe pour pouvoir développer des projets économiques. C'est le lieu où démarre l'action. Le but est de proposer une démarche qui s'applique partout, mais qui soit construite à partir des souhaits des acteurs du territoire. Alors, le premier atelier de désintox à la langue de bois qu'on a fait, c'était à la MJC de Bégard, dans les Côtes-d'Armor. Comme souvent, c'était suite à la présentation du spectacle Inculture 1, dans lequel Franck aborde assez longuement cette histoire du langage, là, avec le fameux petit jeu où il fait le conférencier avec les mots qui tirent au sort. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer avec beaucoup de justesse un intervenant précédent, lorsqu'il a, quant à lui, particulièrement insisté sur les logiques de projet, cette deuxième chose, c'est que ce que nous appelons de ce vieux et noble mot de citoyenneté, ce que nous appelons de nos voeux cette citoyenneté locale dont je viens de parler, elle doit penser aujourd'hui, elle doit relever aujourd'hui le défi du développement en inscrivant, ça je l'ai dit, je le répète, en inscrivant au cœur de cette logique de développement la question incontournable du lien social. Parce que sans ça, je ne vois pas comment on pourrait parler de démocratie. Alors, une démocratie incarnée, pour moi, c'est une démocratie partenariale, c'est-à-dire une démocratie qui envisage un vrai partenariat
avec ces acteurs. La question interculturelle aujourd'hui, c'est la question de la solidarité. C'est dans l'interculturel que se manifeste aujourd'hui la solidarité. Moi, je plaide pour qu'on prenne au sérieux une bonne fois l'idée de passer avec les habitants un véritable contrat. Ce contrat, c'est quoi? C'est tout simplement le contrat qui nous permet de faire face à la mondialisation. Et faire face à la mondialisation, c'est pas difficile. On n'est pas obligé de prendre l'avion, d'aller très loin, d'accord? Faire face à la mondialisation, c'est prendre le risque, ici, de réaliser un diagnostic partagé qui refonde un territoire. On se le disait beaucoup entre nous, on était plusieurs collègues dans le tourisme, à se dire j'en ai ras-le-bas de monter des dossiers en écrivant 40 fois le même mot, je sais plus par quoi on s'appelait, par quoi tu le remplaces. Voilà, c'était juste infernal, quoi. Notre métier consistait à mentir en permanence, c'est-à-dire à monter des dossiers en nous soumettant à des injonctions de vocabulaire, dans le cadre de méthodologie de projet. Et donc on s'est mis tous à devenir des imbéciles, on s'est mis à devenir des menteurs, des tricheurs. Je pense qu'on est conscient qu'il y en a. Des fois on la repère, des fois on la repère moins, mais on n'y travaille pas. En fait, on n'y réfléchit pas. On prend pas un temps pour s'arrêter, pour dire est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas, qu'est-ce que ça me fait. En tout cas, tous dans nos champs professionnels, on a des champs de langage qui nous servent aussi à nous reconnaître entre nous. Et puis il y a tout ce que la langue de bois nous a injecté et qui viennent du pouvoir, les mots du pouvoir, etc. Les animateurs, tous ceux qui doivent faire des projets, ils sont envahis de mots, de procédures qu'on leur impose parce que s'ils mettent pas les bons mots dans les demandes de subventions, ils n'ont pas l'argent, quoi. On était vraiment concentrés sur cette histoire de langage, de langue de bois, de domination par les mots, d'orientation de la pensée, de langage dominant, etc. Et on voulait essayer de trouver quelque chose pour justement un support pour le travailler, un peu avec n'importe qui, quoi, avec des assos, avec des stagiaires, avec des spectateurs. Avec les compétences qu'on avait, avec des amis qui faisaient des ateliers d'écriture, des choses comme ça, on a tout doucement inventé l'atelier de désintoxication de la langue de bois. Nous, c'est ce qu'on fait un peu dans toutes les activités de la SCOP, c'est-à-dire créer des moments de réflexion libre et qu'on puisse vraiment faire de l'éducation populaire, s'arrêter, réfléchir. Et c'est ce qui se passe aussi avec les ateliers de désintox, et du coup les gens ils jubilent. Et ils viennent, on a des gens, des petits, des grands, des vieux, des pas vieux, de tout secteur professionnel, des linguistes aussi des fois. La phrase, c'est un concept, c'est animer la conception, le partage et la diffusion d'une vision prospective et d'une stratégie métropolitaine en cohérence avec le projet métropolitain. Comme on avait listé ces mots du tourisme, on les avait en tête tout le temps. Donc on s'était dit à chaque fois qu'on va en réunion, parce qu'on avait des réunions avec des élus, on avait chacun un élu de référence et on comptait qui allait gagner, qui avait utilisé le plus de mots, le plus de fois les mots, les fameux mots sélectionnés, quoi. On se disait, voilà, un tel, voilà, 4 fois, 5 fois. On disait, tiens, ça t'as vu, c'est un nouveau mot, ça fait 3 fois là qu'on le rentre en réunion, tu vas voir qu'ils vont nous le resservir. Donc voilà, ça c'était une façon pour nous d'en rire, déjà depuis de rendre ridicule aussi le moment de la réunion, des élus qui sont en train de se dire oui, qu'est-ce qu'on décide pour l'aménagement du tourisme. On disait on se calme, on fait juste, c'est des vacances, quoi. Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y en a marre des boniments. Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y en a marre des boniments. Il nous manque. Regardez son nez s'allonge, il nous ment effrontément. Il nous manque. S'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement. Il nous manque. C'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument. Il nous manque. C'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement. Il nous manque. Donc pour commencer, pour s'échauffer, on prend juste une petite liste de mots de la langue de bois que vous avez repérés, qui vous agacent particulièrement, ou des nouveaux trucs qui viennent d'apparaître dans votre boulot ou dans l'actualité. Voilà, on en liste un certain nombre, et puis à partir de là,
on va pouvoir bosser. D'abord, c'est assez jouissif pour les gens parce qu'ils peuvent déposer tous les mots qui les énervent. Ça, c'est la première phase, ils déposent et puis on réfléchit ensemble et on donne à quoi ça sert et pourquoi c'est pervers et pourquoi, etc. Puis aussi, les gens, le fait de lâcher ça, ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls à subir ces trucs-là. Projet participatif. Ouais, allez-y. Hein. Flexibilité. Flexibilité. Innovation. Innovation. Qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail. Rentabilité. Il est là, il est écrit. Projet. Feuille d'heure. Réseau. Efficience. Mutualiser. Optimiser. Cohésion. Innovation. Ah, innovation. Économie d'échelle. Et donc on s'est rendu compte que tout le monde souffrait. Et ce qui se passe dans les ateliers de désintoxication, c'est qu'on vérifie collectivement qu'on n'est pas dupe. Et ça crée une force terrible. Donc on fait un premier appel de mots auxquels ils sont soumis et puis on essaie de les classer dans des catégories. Et on explique qu'est-ce que c'est ces catégories, à quoi ça sert un oxymore, à quoi ça sert un sigle, à quoi ça sert un anglicisme. Donc, là, il y a déjà pas mal de familles qui sont repérées. Donc, si on prend par exemple défavorisés, on dit quoi? Les jeunes défavorisés, par exemple. Ça, c'est une famille de mots, de langue de bois. Dans la classification qu'on a fait au pavé et maintenant au contre-pied, c'est une façon d'organiser un petit peu les différentes familles. Il y en a une douzaine. On les fera peut-être pas toutes ce matin d'ailleurs, hein, mais c'est juste pour essayer de retrouver la logique de chacune des langues de bois. Parce qu'en fait, elles ne servent pas à la même chose, chaque famille. Donc c'est ça qui est intéressant de repérer, c'est à quoi sert chaque langue de bois et aussi comment elle est utilisée, quoi. Donc les jeunes défavorisés, c'est la famille qu'on appelle des euphémismes. Cette langue de bois-là, elle va plutôt essayer de venir réduire une réalité, elle va venir l'adoucir, elle va venir progressivement masquer ce qu'il y avait au départ. Et donc, qu'est-ce qu'on disait avant défavorisé? Ouais, prolo. Misère. Ouais, des jeunes pauvres, je pense qu'on peut... En fait, la langue de bois, elle fonctionne bien quand elle est nouvelle, quand elle est novatrice. Et quand on commence à faire le lien avec le mot qui est caché avant, il faut le remplacer à nouveau, parce que sinon on fait trop facilement le lien. C'est ce qu'on explique notamment dans la famille des euphémismes. Voilà, c'est une des familles où il y a le plus de renouvellement. Donc il y en a toujours qui sortent, des nouveaux, ouais. Situation précaire. Ouais, c'est bien ça. En voie de précarisation, peut-être, non? Et donc, on ne peut pas penser son travail de la même façon si on pense qu'on travaille avec des jeunes défavorisés ou si on pense qu'on bosse avec des jeunes exploités, par exemple. Si on conçoit son intervention auprès d'un public en pensant qu'il est exploité par un système, déjà, il y a un exploiteur, donc ça veut dire qu'on peut se mobiliser contre ça, alors que défaveur, avoir de la défaveur, c'est juste pas avoir de bol, quoi. Finalement, on n'a pas eu de chance, c'est comme ça, mais bon, à qui s'en prendre, quoi. Dans l'animation, il y en a beaucoup qui viennent des programmes européens. Il y en a un qu'on adore, là, c'est les Jameaux. Donc, c'est exactement de ces jeunes-là qu'on parle, hein. Mais comme c'est plutôt en langue anglaise au départ, puis c'est traduit en français après, les programmes européens, là, c'est les jeunes ayant moins d'opportunités. Ça, c'est même pas qu'ils sont défavorisés, c'est juste qu'ils ont moins d'opportunités que les autres. Un animateur de proximité qui a l'habitude de bosser avec des jeunes défavorisés sur la démocratisation culturelle, bah, s'il nomme son métier comme ça, si on lui apprend comme ça, si en plus les formations sont orientées là-dessus, bah, c'est ce qu'il va faire. Et ça va dénaturer le métier qu'il occupe, qui en fait avant était un animateur qui faisait du pop, qui conscientisait les gens, qui les amenait à poser des revendications, à essayer de changer les choses quand il y a des choses qui vont pas, etc. Et donc tout ça, ça s'inscrit dans une mouvance beaucoup plus large. Il n'y a pas que le langage qui joue là-dedans, bien entendu, mais le langage a une grande importance. C'est pas seulement que les mots changent ou que on les modernise, etc. C'est que ça change notre façon de nommer la réalité. Et ça devient la réalité. George Orwell, 1984, a compris ça. Il comprend que quand on veut rendre un pays fasciste,
C'est pas la peine d'avoir des armées avec des bruits de bottes, il suffit de changer le langage et d'éliminer tous les mots négatifs du vocabulaire. Vous vous rappelez ceux qu'ont lu 1984, la fonction du héros, il est pur le dictionnaire. Et donc il enlève tous les mots négatifs et il les remplace par des mots positifs. Et parce que quand vous n'avez plus que des mots positifs, vous ne pouvez plus penser les contradictions. Si vous ne pouvez plus penser les contradictions, on n'est plus en démocratie. La démocratie, c'est le travail des contradictions. On n'a plus de mots négatifs pour désigner le capitalisme. Tous les mots sont positivés, et du coup on ne peut pas se battre si c'est des mots positifs. C'est bien pour ça que la soumission s'appelle du lien social, du vivre ensemble, enfin toutes ces idioties. Si vous ne pouvez plus dire un exploiteur, il n'y a plus d'exploitation, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'enlever le mot et l'exploitation, vous ne pouvez plus la penser. Donc si vous ne pouvez plus la penser, vous faites quoi? Surtout si on vous explique qu'à la place c'est du partenariat. Hein. À partir du moment où le patron devient un pote qui vous file un emploi, c'est plus du tout un type qui cherche à vous piquer votre force de travail, quoi. Enfin... D'un côté, des jeunes en quête d'expérience. De l'autre, une PME qui conçoit, fabrique et conditionne des cosmétiques. D'une simple discussion entre le professeur d'un stagiaire et un salarié est né leur partenariat donnant-donnant. C'est juste magnifique d'avoir fait un projet comme ça, avec des technologies qu'on ne connaissait pas en tant qu'étudiant. C'est énorme. À La Rochelle, le lycée Vieljeu, lui, mène un partenariat avec le groupe Siemens. Tous les partenaires semblent sortir gagnants de ce partenariat. La déclaration de partenariat qu'on va signer va nous permettre, là encore, je pense, d'avancer pour pouvoir dire à nouveau à quel point les relations entre l'école et l'économie, l'école et l'entreprise doivent être renforcées. Ce qu'il voudrait peut-être, c'est qu'on bosse bénévolement. Il nous ment. Les heures supplémentaires, ça se paye un supplément. Il nous ment. Qu'il nous parle un peu de pèse, on verra pour l'apaisement. Il nous ment, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y en a marre des boniments. Il nous ment, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y en a marre des boniments. Il nous ment. Les oxymores, très très grande catégorie de la langue de bois, vous avez... Sarkozy a abusé de l'oxymore. L'oxymore, vous voyez ce que c'est? C'est une figure de style où vous mettez deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble pour produire un effet politique. Un soleil noir, un silence assourdissant, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors ça, c'est une des familles qui s'est le plus développée sur ces 10 dernières années. Oxymore, vraiment le truc, c'est de nous empêcher de penser avec ce mot-là. Okay, donc ça, c'est vraiment sa fonction première à cette famille-là. C'est qu'on n'arrive pas à articuler en fait une pensée, et notamment une pensée critique. La croissance verte, là, si on continue à être dans le dogme de la croissance, ça ne va pas être très vert, à mon avis. Hein. Bon, c'est pas aussi flagrant que celle de Lagarde, qui nous parle de croissance négative. En tant que ministre, elle nous explique que là, c'est juste qu'on est en croissance négative, mais que ça va aller, quoi. Voilà. Ça passe, mais plus c'est gros, mais plus... Croissance négative sur toutes les chaînes, la radio, machin. Toi, t'es là, croissance négative. Qu'est-ce qu'elle nous chante, quoi? T'es en croissance ou t'es en négatif, là? Je veux dire, c'est quoi le truc? Le FMI, d'abord, prévoit une croissance négative. Ce serait une première depuis 1945. Ça, c'est les neurolinguistes qui ont mis ça en évidence. C'est que quand vous mettez un terme positif et un terme négatif, le cerveau retient le terme positif. Par réflexe de survie, si vous voulez. Développement durable, c'est un oxymore, oui, bien sûr. Tant que le développement est conçu comme accumulation, il ne peut pas être durable dans un monde à ressources finies. Chirurgicale. La chirurgie, c'est pour soigner. Une frappe chirurgicale, du coup, c'est cool. Commerce équitable, enfin, je vous en passe, des oxymores, il y en a plein. Il y en a un qui a parlé aussi tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous a parlé de flexibilité. Un des trucs de Sarko quand il fait campagne la fois d'avant, c'est la flexi-sécurité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Bon, là, ça pourrait être Valls qui le ferait aujourd'hui, hein, avec ce qu'il nous propose comme texte. D'abord, ce texte intègre ce qui n'a jamais été fait, ce compte personnel d'activité et ses droits. C'est ça, là. Flexi-sécurité, le mot n'est pas très beau. On voit bien la flexi, la sécurité un peu moins. Au fond, les deux, c'est-à-dire de la flexibilité, de la souplesse pour les entreprises et pour de la sécurité pour les salariés. Flexi-sécurité, c'est vraiment l'exemple type. Voilà. Comment tu veux réfléchir avec un mot comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on est plus flexible dans le droit du travail, c'est-à-dire en gros si on peut perdre plus facilement notre boulot, on aura plus de sécurité dans l'emploi.
T'es plus flexible ou t'es plus en sécurité? J'ai pas bien compris. Et je pourrais même rajouter gagnant-gagnant. Gagnant pour les entreprises et gagnant pour les salariés. Ouais, tu comprends, s'il y a plus de souplesse, si on peut vraiment licencier plus facilement, bah, tu as plus de chances de retrouver un boulot après. Donc finalement, au long de ta carrière, tu seras plus en sécurité dans l'emploi, quoi. Les gens, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est-à-dire qu'on peut te jeter, mais c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre employeur qui va te reprendre. Bien sûr, il faut simplifier la débauche si l'on veut galvaniser l'embauche. Bien sûr, il faut remettre de la flexi dans la sécurité. Ouais, mais c'est pas vrai en fait. D'abord on te licencie et après tu te démerdes, quoi. C'est insupportable, enfin si tu veux, ça rend fou, non mais sérieusement, ça s'appelle des injonctions paradoxales. Et donc il faut se défendre contre ça. Discrimination positive. Bon, déjà, quand il y a positif quelque part, tout de suite, t'as les oreilles aux aguets. En premier, l'effet que ça fait sur les gens, à mon avis, c'est que ça légitime la discrimination. En premier, de loin. Ça ne remet pas en cause le système antérieur. C'est-à-dire, ça ne change pas les fondements de domination et de discrimination à l'œuvre. Ça vient mettre un truc qui rend tolérable en faisant semblant qu'on en prend la mesure, mais voilà, la discrimination, il y en a aussi de la chouette, alors pourquoi s'en priver, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre en oxymore? Je me fais penser à l'égalité des chances. Elle est bonne celle-là. Elle est pas évidente, hein. Elle est pas évidente celle-là. Ça saute pas aux yeux, ça c'est pas comme celle-là ou comme celle-ci, quoi. Soit il y a de l'égalité et il n'y a pas des chances derrière, parce que ce serait ça l'égalité. Bon, l'égalité des chances, ça veut dire que on part tous de la même ligne de départ, tu vois, et le lièvre comme la tortue ont exactement les mêmes chances de gagner, tu vois. Sauf qu'on ne va pas à la même vitesse. Mais bon, ça, ce serait l'égalité, ça. Et donc l'égalité des chances, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'égalité. Un peu comme le travail rend libre. Travaillez bien à l'école et vous aurez une vie meilleure. Travaillez bien à l'école et vous serez libre. Libre de choisir la vie que vous voulez. Libre de devenir ce que vous souhaitez. Libre de réaliser vos rêves. C'est par le travail qu'on devient libre. Il nous ment. Oh vraiment, il est gonflé par les épanouissements. Il nous ment. Dévouement à l'entreprise, oui mais pas n'importe comment. Il nous ment. Attachement à la boîte, oui mais pas enchaînement. Il nous ment. On est ok pour le service, pas pour l'asservissement. Il nous ment. Nous on veut bien que ça change, mais c'est quoi ces changements? Il nous ment. Pour lui les améliorations, pour nous les désagréments. Il nous ment. Devinez ce qui se cache sous le mot redéploiement. Il nous ment. Devinez ce qui se cache sous le mot remaniement. Il nous ment. Le contraire de l'oxymore, c'est le pléonasme. La démocratie participative, tu vois. Là, cette fois-ci, c'est vraiment de la démocratie. Avant, c'était de la démocratie contemplative, c'était con. Là, maintenant, ça y est, quoi. La démocratie participative, c'est un pléonasme. Le tri sélectif, parce qu'il y avait des cons qui triaient, tu vois, c'est pas sélectif. Mélanger à tout, tu vois, c'est con comme façon de trier, de mélanger, tu vois. Le lien social. Okay, je voudrais bien savoir ce que c'est que du lien qui ne serait pas social, tu vois. Bah si, des bouts de ficelle, des liens. Créer du lien, bon, voilà, le lien social. Là, celui-là, je ne pouvais plus. Moi, je travaille avec des élus. J'ai expliqué à une de mes élus. J'ai dit, non, là, c'est pas possible. On va arrêter de dire il faut créer du lien social. Ah bon? Non, je lui explique, mais du lien social, tu vois pas le truc social, du lien. Et elle me dit, ah mais ouais, c'est vrai que c'est complètement con. Et le temps où j'ai bossé avec elle, elle l'utilisait plus, quoi. Ou en tout cas, quand quelqu'un rentre dans une réunion, l'utilisait, elle me regardait. Lien social. Enfin voilà. Donc c'est des mots qui ont été affaiblis et que si on les donne tout seuls, en fait on n'y croit pas. Donc on met un deuxième mot qui veut dire à peu près la même chose pour redire le truc, pour être sûr que c'est vrai ce qu'on pense. Les citoyens actifs. Parce que bon, c'est vrai que les jeunes qu'on a, ils sont des jeunes actifs, parce que c'est vrai qu'ils sont immobiles comme ça. En fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est quel mot ils renforcent aussi, quoi. Et c'est que citoyenneté active, je défie quelque animateur que ce soit ou directeur de structure de ne jamais avoir mis ce mot-là dans un dossier de subvention. Même si on ne l'utilise pas dans notre langage avec les jeunes, heureusement pour eux, on l'utilise dans le langage professionnel. Donc la langue de bois, c'est une langue qu'on n'utilise pas dans la vie courante.
On est d'accord? C'est-à-dire que quand vous invitez des amis à manger, vous leur proposez pas de faire une soirée de lien social, ou un couscous interculturel, ou un truc comme ça. Donc en fait, c'est une langue qui structure nos relations institutionnelles, nos relations à des institutions, nos relations professionnelles, et nos relations politiques, évidemment, croissance négative, etc. Et ce qui est intéressant ce matin, c'est de voir surtout ce qui modifie nos métiers, notre perception du métier, c'est-à-dire cette langue de bois professionnelle. La principale bagarre sur le langage, c'est de repenser nos métiers et c'est de redéfinir nous-mêmes nos métiers. Et de dire non, ça suffit. On va vous expliquer ce que c'est que notre métier et puis on va vous dire sur quoi on veut être évalué, on veut vous dire comment on veut que ça s'appelle et donc ça veut dire reprendre, redéfinir nous-mêmes, remettre des mots sur ce que nous faisons dans nos métiers. Ça, à mon avis, c'est le plus important et le plus urgent. Les faux amis, c'est tous les trucs comme réforme, par exemple. Une réforme, ça pourrait être de doubler le nombre de profs à l'éducation nationale. Ça serait une réforme. Bon, vous savez bien que quand vous entendez réforme, on va perdre quelque chose. Donc, réforme est devenu un mot systématiquement de diminution, d'amoindrissement. Toujours. Ce qu'on appelle les réformateurs sont des gens qui enlèvent du droit. Le président de la République, le Premier ministre nous ont demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de continuer à réformer jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il est urgent, important, de faire les réformes maintenant. Alors la France avance, elle se réforme, c'est une bonne nouvelle, et elle se réforme davantage encore avec ce grand chantier que nous engageons. Le nouveau nom technique du plan social, c'est quoi? Un sauvegarde de l'emploi. Ouais, un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce qui est pervers un peu dans ce système, c'est qu'en fait, au départ, c'est des mots qui nous étonnent. Tiens, première fois qu'on les entend, soit dans le milieu professionnel, soit à la télé, soit à la radio. Tiens, on dit c'est bizarre. Et puis après, comme ça devient le mot de référence, à partir du moment où tout le monde parle de plan de sauvegarde de l'emploi, on dit c'est le nouveau mot en fait. On n'analyse plus ce mot. Et puis après, on l'intègre. Et puis du coup, on se dit c'est cool quoi, une entreprise qui fait un plan de sauvegarde de l'emploi, quand même c'est moins pire que si elle sauvait aucun emploi. Puisqu'elle en sauve 10 sur 100, c'est vachement bien en fait. En fait, c'est un plan de licenciement. Après, c'est devenu un plan social pour mettre en avant plutôt les mesures sociales qui allaient accompagner les licenciements. Ça n'a rien de social. Un plan social, c'est un plan antisocial, c'est clair. Après, c'est devenu le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est quand vous dites exactement le contraire. Ça, c'est George Orwell. Le ministère de la guerre s'appelle le ministère de l'amour. Évidemment, quand vous êtes syndiqué, pour aller contre un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est pas gagné. Quand j'ai vu un Culture 1, il y a quelqu'un dans le public qui s'est levé en disant moi, récemment, on m'a décruté. On m'a pas licencié, on m'a décruté. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, oui, vraiment, ça va loin. C'est comme la marée. C'est comme la marée. Il y a des périodes de recrutement et des périodes de décrutement. C'est naturel, donc il faut s'adapter. Ouais. Donc quand tu te fais décruter, je t'ai pas été licencié déjà, c'est pas mal. Tu vas être recruté quelque part ailleurs. Oui, c'est ça, la prochaine marée, quoi. On ne nomme plus les choses pour montrer que la politique est finalement injuste. On inhibe toute une force de rébellion, de révolution. La langue de bois, ça atténue ou ça empêche l'expression de notre colère aussi, notre colère individuelle et collective, sociale, etc. sur les problèmes qu'on vit. Attirer l'attention ailleurs, adoucir la réalité, couper les colères. Et donc le conflit, par exemple, c'est vraiment un mot qu'il faut faire sortir de notre circulation parce qu'il nomme un état de choses, un état tout à fait naturel de personnes qui vont dans des approches contradictoires, dans des intérêts divergents, et puis qui vont les confronter. Si je crois précisément au dialogue social dans l'entreprise, c'est que je crois d'une manière générale au dialogue avec les partenaires sociaux. Le dialogue social entre les partenaires sociaux, je veux dire non, quoi. En fait non. Contrairement à ce qu'on laisse entendre, le dialogue social en entreprise existe. En fait, il y a d'un côté les salariés et de l'autre côté les propriétaires des moyens de production. Forcément, ils ont des points de vue divergents, ils ont des intérêts contradictoires. Il y a des exceptions d'eux, c'est pas non plus que blanc ou que noir, mais globalement, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ta patron licencie, c'est pas pour embaucher, c'est pour faire du profit. Après cet atelier,
je me dis aussi que, bah tiens, moi le premier, je vais pouvoir avoir le droit d'exprimer ma colère parce que je vais pas me laisser avoir par la langue de bois. Et puis si j'entends des personnes, justement, des amis notamment, mais pas que, qui utilisent ce vocabulaire-là, je vais me dire, tiens, là il y a peut-être une colère aussi à exprimer et que plutôt que rentrer dans le jeu du ouais non, c'est pas ça la démocratie participative, machin et bidule, et se noyer dans un débat qui n'est pas réel, en fait ça va peut-être pouvoir nous renforcer si on déconstruit la langue de bois qu'on est en train d'utiliser tous les deux. Quoi. Alors moi j'avais la transversalité. Ah ouais. Transversalité, transparence, mutualisation. Tout ça c'est cool, ça permet de virer des gens, c'est ça. Et le mot restructuration. Ah oui, alors restructuration c'est magnifique. Redéploiement. Oui. Réorganisation. Réorganisation, très bien. À la place de quoi, par exemple? Et par exemple, dans les conditions de rupture, la réorganisation de l'entreprise. Ça c'est très important parce que la réorganisation de l'entreprise, c'est souvent quelque chose qui prévaut. Au fond, les entreprises, elles ont besoin de se réorganiser. Et à ce moment-là, il faut de temps en temps se séparer de quelqu'un. Il faut pouvoir le faire sans que le juge vienne absolument tout compromettre. Il nous promet des embauches, il y aura des licenciements. Il nous ment. Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément. Il nous ment. Et méfions-nous des reculades quand il parle avancement. Il nous ment. Ce qu'il veut, c'est nous casser purement et simplement. Il nous ment. Moi, je pense que les hommes politiques aujourd'hui, c'est impossible de faire une campagne sans avoir été aidés par leurs conseillers en communication qui ne sont pas autre chose que des gens qui leur conseillent des mots à employer pour définir tel ou tel aspect de leur politique. Parce qu'on nous fait passer avec la réforme de la loi El Khomri sur le code du travail, enfin, je veux dire, on voit bien les éléments de langage manipulatoires qui sont mis en avant. Enfin. Cette loi, c'est ainsi que Myriam El Khomri l'a souhaité, va donner plus de liberté aux entreprises. Et avec un principe, une nouvelle philosophie, comme la ministre l'a rappelé, qui est de privilégier le dialogue social, d'abord essentiellement au niveau de l'entreprise. Si on ne fait pas attention, ça a l'air plausible. Ah ouais, c'est vrai. Mais tout ça sont des manipulations, des mensonges. Je pense que je mettais pas forcément le mot, enfin l'expression langue de bois dessus. Mais je sais que suivant la vision du monde qu'on veut véhiculer, on peut choisir un mot ou l'autre. Et donc là-dessus, c'est des choses auxquelles je fais attention. Il y en a vraiment partout. Il y en a dans tout le secteur privé, notamment parce qu'il y a beaucoup de travaux de fait sur le management et que dans le management, il y a beaucoup de langue de bois aussi. Il y en a dans le secteur public maintenant et de plus en plus. Il y en a dans l'éducation, il y en a dans les médias, il y en a partout. Peut-être qu'il y a des métiers qui sont encore plus exposés, par exemple parce qu'ils sont sous influence plus nettement de la langue anglaise. Et donc là, on a bossé avec des informaticiens, par exemple. Bon, voilà, c'était la totale, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a moins ailleurs. C'est juste que c'est encore plus flagrant parce qu'ils ont la moitié de leurs mots en franglais là. Les anglicismes, grande catégorie de la langue de bois, les anglicismes, nous envahissent considérablement. Alors c'est peut-être moins vrai dans le social, mais dans l'entreprise, là, c'est une folie furieuse. Management, débriefing, une deadline. Le rencontring. Ouais, des séances de rencontrer. Ouais. Donc les gens de France Télécom, ils ont été gavés là, parce que quand c'est passé de France Télécom à Orange, il y en a un gars qui se lève et puis qui nous dit ouais, mais moi, on en a marre et tout, mais maintenant on s'en sert avec le syndicat de ça. On se fout de leur gueule avec les mots en anglais quoi. L'autre fois par exemple, on avait la porte d'entrée de l'agence qui est une porte qui a été pétée. Donc elle n'était pas remplacée. Donc ils font une pétition et puis ils en parlent à la direction. Et puis dans le tract, ils expliquent que le prochain rencontring, ils proposent de faire plutôt une séance de monting de porte. Et ils font tout leur tract comme ça avec des mots qu'ils inventent et qui et ça c'est quand même. Je trouve que c'est bien quand tu arrives à le repérer justement dans la langue de l'adversaire et que tu peux lui retourner ça. Ouais, voilà, le coworking. Des bureaux en open space. À Pôle emploi, ils sont passés en hot desking. Je sais pas comment ça s'écrit anglicisme. C'est quoi ça, le hot desking? C'est très simple. C'est une technique de management américaine qui fait que quand vous avez 10 postes de travail, vous n'avez plus que 8 bureaux. Et le matin, le premier arrivé, il a gagné. Et donc les gens arrivent à 6h du mat pour avoir un bureau, et les deux cons qui arrivent en retard, ils passent leur temps à négocier un coin d'ordinateur avec les autres ou à aller essayer de vendre
de l'aide aux moins de 25 ans au boulanger du coin. Et donc ça, c'est du hot desking. Et donc ça pète complètement les ambiances de travail. Vous imaginez bien, tout le monde devient en concurrence avec tout le monde. Il y a toujours un peu l'effet de masquage qu'on repère un peu dans les autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils disent team manager à McDo, c'est quand même chef d'équipe. Tu vois, c'est exactement la même, quoi. Je veux dire, enfin mais ça fait pas pareil. Ça fait plus moderne, ça fait plus in, tiens, on pourrait dire. Du coup, voilà, on modernise, on va de l'avant. Team manager, ça, tout de suite, je me dérange, quoi, c'est sûr. Mais c'est quand même un chef d'équipe, en fait. C'est le même qu'avant. Et est-ce que vous en voyez d'autres, des mots anglais qui sont vraiment apparus dans les langages? Le cluster associatif. C'est les trucs qui viennent de la Silicon Valley. C'est le rassemblement de petites start-up, d'ailleurs. C'est-à-dire un lieu où les assos peuvent venir avoir un petit bureau, etc. Elles sont réunies. Mais je suppose que dire vous avez un lieu de réunion ou c'est un lieu de réunion des assos, c'est pas assez sexy. Alors un cluster associatif, on a l'impression qu'on est à la fois entreprise et asso et c'est génial. Et voilà, mais c'est moderne, mais c'est sexy. Mais oui. Une famille spécifique sur les sigles, puisqu'on en est quand même gavé. Donc je ne sais pas si vous en avez dans vos boulots. C'est parti pour les sigles. SDF. SDF. BPGEPS. ZUS. ZEP, ZUP. EVS. CAF. La tape dans une ZEP. C'est quoi DRE? Ah oui, dispositif de réussite éducative. Arrêtez, on va faire une TS. ZRR. FIPD. Ah, je ne connais pas, FIPD. Quoi? L'OQTF? Putain, mais je suis nul, moi. Merde. L'Office québécois. L'obligation. De quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français. Les TMS. Les TMS. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Les MST. Bon, voilà, on pourrait continuer pendant des heures. Il y en a de plus en plus et dans tous les secteurs. À quoi elle sert celle-là? À quoi sert cette famille de langue de bois? Ça heurte plus qu'un SDF. On oublie le sens du mot. Alors, il y a un effet de masquage, effectivement. Du coup, on masque tellement les mots qu'on n'en prend que les initiales. Mais il y a aussi un effet qui est évident par rapport à un sigle, c'est quand tu changes de milieu. Tu changes de milieu, tu vois, je sais pas, tu es à Nîmes et tu vas dans une réunion d'éduc. Ou tu es éduc et tu vas dans une réunion de, je sais pas, de géographe ou de machin. Tu comprends rien. Là, il y en a plein que je connais pas. AFD, PEDT, je sais pas, PPS non plus, ECSI. Donc là, c'est quelqu'un qui ne doit pas travailler dans le même secteur que moi, quoi. Et donc ça, en fait, tout le monde en utilise plus ou moins. Il y a un côté pratique aussi, parce que c'est quand même un peu moins long de dire ou bien ECSI, que je sais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment un bon système pour trier les gens dans une réunion, par exemple. Tous ceux qui sont comme ça, là, c'est eux. Ils connaissent même pas les sigles, attends, laisse tomber. Cette famille-là, en fait, elle se superpose aux autres. Sans domicile fixe, c'est évidemment déjà de la langue de bois. Parce que ça voudrait dire que le seul problème de cette personne-là, c'est qu'elle n'a pas de domicile fixe. Le reste, ça va, par contre. Hein. Le fric, ça va, la bouffe, ça va, les fringues, ça va, y a pas de... la santé, tranquille, il n'y a pas de souci. C'est juste que son domicile n'est pas fixe. Tu vois, bon, si on pouvait l'aider un peu là-dessus, ce serait pas mal. Comment on appelait avant les SDF? Les clochards. Et ça, je sais pas, c'est un mot qui a été vraiment scalpé, quoi. On n'en parle plus jamais, quoi. Mais la clochardisation, ça voulait dire complètement autre chose. Quand tu parles d'un clochard, tu penses à d'autres problématiques. C'est un truc global, quoi. Sans domicile fixe, à la fois ça technicise, ça réduit, et puis c'est quand même un peu long, donc on va dire SDF. Puis voilà. Comment on peut travailler à construire des politiques publiques qui aient du sens si déjà la base de travail, les échanges qu'on peut avoir entre les gens, en fait, ils sont pipés, quoi.
C'est vraiment un effort important qu'il nous faut faire d'essayer de renommer la réalité telle qu'elle devrait être pour qu'on puisse la travailler. Moi j'ai beaucoup travaillé dans le système associatif, de la gestion du paysage, aménagement du territoire. Où du coup on parle de plan d'occupation des sols, aujourd'hui appelé plan local d'urbanisme, du PLU. Et du coup on cherche tout le temps à planifier en aménageant le territoire comme le monde dominant le souhaite, quoi. Et du coup là, ils planifient justement là où ils vont garder des fermes, là où ils vont faire les lotissements, là où ils vont faire des routes. Et tout ça avec un schéma de cohérence territoriale. Le SCOT, quoi, qui est la loi SRU, Solidarité au renouvellement urbain. C'est quand même des trucs qui me fait halluciner, quoi. Du coup, par exemple, dans l'atelier de désintox, on a réintitulé la loi SRU de soumission des ruraux par les urbanistes. Ce qui était intéressant dans cet atelier, c'était aussi ça, quoi. Comment est-ce qu'on pouvait transformer pour dire vraiment ce que c'est sur le terrain. Quand on a remplacé caissière par hôtesse de caisse, ça technicise, mais ça dit aussi que non seulement la caissière, elle doit faire la caisse et que ça soit juste, qu'il manque pas de l'argent, mais qu'en plus, hôtesse, il faut qu'elle ait le sourire, quoi. Sinon, si elle n'a pas le sourire, mais que sa caisse est juste, elle peut être virée, hein. Donc il y a une exigence supplémentaire. Alors, il y avait femme de ménage, femme d'entretien, technicien de surface, opérateur de propreté, et du coup, là, il y a aussi des responsables propreté, maintenant. Les opérateurs en technique de sauvegarde de la propreté aussi. Sans doute, bientôt. Parce que, est-ce que vous croyez que les conditions de travail ont changé? Est-ce que vous pensez que son salaire a été augmenté? Est-ce qu'elle a été valorisée autrement que par le nom? Non. Donc c'est une valorisation à pas cher. Pilote de ligne, comme opératrice de ligne. Là, il y a quelqu'un qui nous dit, toujours à PSA, là, il nous dit, moi je suis pilote de ligne. Ah ouais, c'est pilote de ligne, on ne savait pas qui bossait à PSA, tu vois. Ouais, à PSA. T'es pilote de ligne à PSA. Et en fait, pilote de ligne, c'est que sur la ligne de production, tous les petits responsables d'équipe de 3, 4, 5 postes, ils sont pilotes de cette équipe-là, et donc c'est pilote de ligne. Tu crois que c'est un hasard qu'ils appellent ça pilote de ligne? Associé, parce que j'avais associé Amazon. Quand on travaille pour Amazon, on est associé. Quelqu'un qui va prendre des livres ou n'importe quoi dans les rayons, c'est un associé. T'es pas un salarié, quoi. C'est pas un salarié. Ce salarié, c'est vraiment... c'est pas luxuriant. Mais pour autant, il n'est pas associé réellement au capital. Il n'est pas associé, il ne touche pas de dividendes. Mais bon, véritablement, c'est le nom qu'ils utilisent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas le statut. Donc il n'y a plus de chef. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Manager de proximité. Ouais. J'aime bien ça. Ils sont proches de nous. Oui, c'est ça. J'aime la proximité. Dans les technicisateurs, il y a aussi tout le côté personnes à mobilité réduite et tout ça qui a été dit tout à l'heure, tu vois, qu'on peut mettre aussi dans ce registre-là. Voilà, t'es pas sourd, t'es malentendant, t'es pas varié, tout ça. Et donc, si tu redis aux gens les anciens mots, qui eux nommaient la réalité, par contre, hein, parce qu'une personne handicapée, elle n'est pas seulement une personne qui a une mobilité réduite. On voit bien encore technicisation, donc réduction du problème. Donc, à partir du moment où elle a quand même accès à un fauteuil, je veux dire, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, quoi. On va pas non plus se couper en quatre et, je sais pas, mettre des trottoirs partout, rendre des bus accessibles, faire en sorte qu'ils puissent aller au cinéma en leur donnant une priorité sur les salles, non. Et utiliser les anciens termes aussi, ça peut être dénigrer la personne. Du point de vue de la personne, c'est peut-être plus sympa, mais il y a quelqu'un dans un atelier qui a dit, mais c'est pas pour lui qu'on dit ça, c'est pour nous. Après, voilà, je vais voir le médecin, si le médecin me dit, vous êtes en surpoids, je vais dire, tiens, il se préoccupe de moi. S'il me dit, vous êtes grosse, je vais lui dire, ta gueule, connard, quoi. C'est ça, t'as une surcharge pondérale. Voilà. On dit plus un infirme, on dit je sais pas quoi, on dira une personne à verticalité contrariée. Fais passer les photocopies de la liste des moments. Il faut se creuser la tête pour les caser habilement. Et pas placer deux fois le même, il y aurait plus d'amusement. S'il y en a plus, on en créera néologiquement. C'est des mots qui déboulent par exemple par les circulaires ministériels, ou les textes de loi, enfin peu les textes de loi, les textes d'application, ça déboule par les médias. Du coup, qui c'est qui produit ces langues-là? À part nous, je veux dire. Donc, qui a intérêt à le faire? Qui véhicule? Qui le produit? Il y en a qui savent. Vous avez dit les médias. Les médias, en fait, ils relaient la langue. Ils relaient, ouais. Ils la fabriquent pas. Plus ce qui est chargé de com, les éléments de langage et tout ça. Il y a des publicités. C'est les politiques, tu dirais? Non, c'est pas les politiques. Le milieu du management. Les académiciens.
Les think tanks. En fait, ces mots, ces éléments de langage sont produits et pensés et organisés dans des lieux qui sont prévus pour ça, qu'on appelle, il n'y a pas d'équivalent français, des think tanks. Donc, parce que c'est des espaces de pensée. C'est pas des groupes de réflexion, c'est pas exact. Oui, non, mais des lieux de pensée, il y en a d'autres. Je veux dire, des cercles, par exemple, des cercles de réflexion. Chaque parti politique a un cercle de réflexion. Mais c'est pas ça. Les think tanks, ce sont vraiment des lieux qui ont été mis en place, qui se sont mis en place après la guerre, pour penser les éléments de langage, pour faire passer dans les opinions publiques la privatisation des services publics. In fact, about the most explicit formulation of liberal internationalist views was a very important study. Early in 1974, I think, it was called The Crisis of Democracy, and it was about the fact that the countries were becoming too democratic. There's what they call an excess of democracy. People who are normally passive and apathetic are becoming active and pressing their demands. These are people they call the special interests, like women and young people and old people and farmers and workers, meaning the whole country. It's very troublesome to see the increase in participation and democracy and activism. And there was a very strong reaction on many fronts. One of them was the rise of right-wing think tanks to a position of great prominence and strength, to try to shift the spectrum of discussion, at least in the mainstream, way to the right. De toute façon, comme en gros, ils défendent à peu près tous les mêmes orientations, c'est simplement essayer de se distinguer les uns des autres avec des formulations. Et en gros, c'est de nous faire passer la pilule. Donc, le changement, c'est maintenant, ouais. Eh bien, le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. Et c'est vraiment, vous voyez, l'importance des formules, l'importance des mots qui a pris beaucoup le dessus sur les actes qui vont être posés et les propositions qui vont être faites. Et à côté, on est quand même des rigolos de kermesse. C'est-à-dire que l'énergie qu'on met à comprendre ce contre quoi on se bat, on est plus nombreux, hein, mais on a moins de moyens, c'est sûr, etc. On a moins de diffuseurs à notre service aussi, hein, parce qu'évidemment, comme 95% des médias appartiennent aux groupes industriels les plus puissants, donc forcément, c'est pas facile non plus de lutter. On n'est pas à armes égales, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut en faire une priorité, quoi. Il y a un participant à Saint-Étienne qui a proposé d'appeler ça des psychovirus. Et c'était pas mal. C'est les gens des ateliers eux-mêmes qui ont fabriqué les ateliers. Dans chaque atelier, les gens nous donnent une nouvelle idée, nous trouvent des nouvelles astuces. C'est absolument incroyable l'expertise qu'il y a sur le langage de la part de absolument monsieur et madame tout le monde qui pratiquent. Enfin, on voit immédiatement que tout de suite, ils sont extrêmement... Ils connaissent tout, ils comprennent tout, ils savent tout. Et, enfin, la jubilation qu'il y a dans les ateliers à faire des ridiculum vitae, à faire des fiches de poste en non-langue de bois, à faire des demandes de non-projets. Deuxième phase, on passe à des jeux. Donc là, on a toute une palanquée de jeux possibles où là, l'idée, c'est de se faire plaisir et de jouer avec les mots. Donc les gens, ils choisissent, ils partent en petit atelier, par 2, par 3, tout seuls des fois. Et ils reviennent et on fait lecture collective. Et là, c'est très très drôle. C'est assez jouissif. Et donc on a rhabillage de sigles. On a commencé par le MEDEF. On commence par vous rappeler que ça veut dire Mouvement des entrepreneurs de France et que ça peut aussi vouloir dire Mission d'enfumage des exploiteurs de France. Microsoft exploite des enfants faméliques. On est parti sur le PS aussi, et on est resté sur participation à la soumission. PC, bon, c'est un peu Papa Charlot. Alors après, on est parti sur les PPAD, PLU, SRU. Donc, alors PPAD, c'est Plan d'aménagement de développement durable.
On propose planète à déformer définitivement. PLU, alors PLU, tu peux redire. Plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme, on propose poubelle lucrative universelle. SRU. Solidarité au renouvellement urbain. Soumission des ruraux par les urbains. Donc moi j'ai participé à l'atelier sur la fiche de poste. Et l'objectif, c'était d'imaginer une offre d'emploi telle qu'elle serait publiée aujourd'hui et en faire un petit peu la traduction en langage vrai. C'est un poste qui fait appel à du lien de proximité, ce qui veut dire que vous ferez du porte-à-porte discontinu et sans horaire. On vous demande de l'autonomie dans l'organisation des déplacements. Donc ça veut dire qu'il faut avoir votre véhicule personnel, les kilomètres ne seront pas remboursés et vous vous débrouillez pour manger à vos frais, bien sûr. On vous demande d'avoir de grandes capacités relationnelles. Donc il faudrait que vous soyez blanc, plutôt physiquement attrayant, que vous soyez habillé de manière normale, hein, dans les normes, et puis que vous sachiez vous exprimer, sans accent. Un vrai CV, c'est-à-dire en vrai avec les vrais mots, quoi, les mots de tous les jours, qu'est-ce qu'on sait faire, quoi. 2006-2007, donc équipière puis hôtesse de caisse à McDo. Donc devenir accro à la malbouffe, servir une commande en 45 secondes et en être fier. Diplôme d'état de moniteur éducateur. L'État reconnaît noir sur blanc que j'ai les compétences d'animer et d'organiser la vie quotidienne à travers des actions et projets éducatifs spécialisés permettant le développement et l'accès à l'autonomie de personnes en situation de handicap, d'enfants, d'adolescents et d'adultes en difficulté et ou en insertion ou réinsertion. En gros, j'aide les pauvres, les délinquants et les handicapés à refouler leur colère et leur faire croire qu'un avenir meilleur les attend. Un peu grâce à moi. La lettre de non-candidature. Non, je ne postulerai pas à votre poste parce que j'en ai ras-le-bol de devoir être flexible, obéissant, machin. Votre entreprise de production de lunettes 3D, cette marchandise à la pointe du progrès de l'inutile, m'indiffère depuis mon enfance. Cela me donne un réel désir de ne pas m'intégrer à votre BE, brochette d'exploité. Le moment où les gens lisent leurs trucs, tout le monde se marre, on applaudit, c'est joyeux, quoi, en fait. Et ça, bon, il y a toujours des gens qui sont rayonnants, quoi. L'exploité qualifié de niveau 1 que je suis désire ardemment ne pas apporter la contribution de sa force vive à votre entreprise. Je suis un jeune homme qui ne se plaint pas, aisément programmable, consciencieux, laborieux, mais que lorsque j'en ai envie. Nous ne ferons par conséquent rien d'utile à la société si nous nous associons. Mieux vaut continuer chacun de son côté. Je reste à votre entière et pleine disposition les nuits de 2h à 5h du matin au numéro de téléphone de mon voisin. Je ne vous le donnerai pas ici. Péniblement vôtre, 0. On peut aussi traduire aussi la presse. On fait la même chose avec des plaquettes institutionnelles, par exemple. Une plaquette de pub pour une structure, une institution. C'est blindé de langue de voix, en fait. Donc, comment impulser du sens au cœur du territoire local? La question est importante et je vais vous le dire franchement. Votre question me touche. Dans ma position d'élu local, il est inconcevable que l'implication de la coopération des territoires, bien sûr, ne peut jamais être éloignée d'une certaine bienveillance. Bienveillance qui va se situer, bien sûr, au cœur d'un dispositif local. Cela me paraît évident. Là, c'est là que ça joue. Enfin, lui parler vrai. Voilà. Et je vais même rajouter,
Ne jamais oublier que la transversalité, une notion quand même qui peut paraître obscure, ne doit jamais s'éloigner de la mixité des quartiers, des populations éloignées. Voilà, si je peux répondre à votre question. Évidemment, on peut faire le conférencier, puisqu'en fait, c'est à la portée de tout le monde. Ce dont il faut qu'on parle, en fait, c'est de vivre ensemble. C'est de l'ordre de la responsabilité sociale que d'aborder cette question. Parce qu'on ne parle jamais de lien social. Dans les espaces de discussion que l'on forme, les termes de mixité sociale ne sont jamais abordés, alors que une solution serait de mettre en place des démarches de démocratie participative pour recueillir l'avis de chacun, y compris dans des situations difficiles et nationales, comme la situation des migrants qui ne sont pas intégrés dans notre société. Nous avons besoin d'innovation dans nos façons de fonctionner ensemble, de changer de paradigme pour mettre en place des démarches plus éthiques qui conviennent à tous. Ah, c'est rassurant. Si vous voulez nous répondre, on vous donne les mots. Pour moi, c'est de la matière dont je me nourris pour montrer aux autres, mais regardez en fait, on partage un discours qui n'a aucun sens. À la sortie de l'atelier, je me sens plus à même de mettre en place, d'une parce que j'ai appris certains trucs, mais aussi parce que je me suis rendu compte que je savais des choses. Moi, ça m'a donné envie d'organiser un petit atelier de désintoxication du langage dans un bar-restaurant que j'anime. Regardez-les, ils renoncent apparemment. Ils nous mentent. Ah oui, c'est bien ça, putain, quel renversement. Ils nous mentent. Eh ben ça y est, on a gagné, c'est un complet revirement. Ils nous mentent. J'ai jamais vu de conflit réglé si rapidement. Ils nous mentent. C'est fini, j'en reviens pas, franchement. Ils nous mentent. Sanglante, sans violence, réglé musicalement. Ils nous mentent. Maintenant, il va nous parler un peu plus honnêtement. Il va nous mentir encore, mais moins mensongèrement. Effectivement, on peut l'utiliser un petit peu comme une arme pour tourner les gens qui utilisent la langue de bois en ridicule. Dans des réunions publiques, peut-être réutiliser la chose un peu, peut-être sur le petit atelier de conférencier là. Si on choisit 3 mots qui sont démocratie participative, lien social et expression citoyenne, on pourrait poser la question de Monsieur le maire, comme pour vous le lien social est important, comment comptez-vous prendre en compte l'expression citoyenne pour encourager la démocratie participative sur vos territoires? Qu'avez-vous à me répondre à ça? Ce que je cherchais, c'était vraiment à me connaître un peu plus et à pratiquer en fait pourquoi pas repartir avec des outils à réutiliser plus tard. Je me souviens un président de l'MJC qui avait dit qu'ils en étaient bourrés, etc. Il est venu à l'atelier, il a fait les jeux, notamment du conférencier, et au CA suivant, au conseil d'administration suivant de sa maison des jeunes et de la culture, il a commencé par un faux discours, avec les mots. Il en a fait un assez long, il a fait 5-10 minutes de discours. Donc personne ne comprenait trop rien, il n'avait prévenu personne. Donc il y avait quand même les représentants institutionnels, la ville, machin, tout ça. Et donc il fait son discours, il dit voilà, ça c'est de la langue de bois et c'est ce qu'on fera plus. Moi ce que j'aimerais ici c'est qu'on parle des jeunes et de la culture. Je trouve que c'est aussi une façon de dire tiens, fais attention aux mots, de plus juste dire oh c'est pas grave, c'est qu'un mot, on s'en fiche, quoi. C'est une façon d'être en éveil, une acuité. Dans un atelier comme ça, on affine les raisons, comme disait Gaël, les raisons d'être en colère en fait. Et c'est ça qui suscite la mobilisation derrière. Voilà, il y a des gens qui ont fait, vous avez peut-être entendu parler de ce truc, ils ont fait une grille de loto. Dans une entreprise, je sais pas, ils étaient convoqués pour l'assemblée générale ou je sais pas quoi, et puis ils savaient les mots qui allaient sortir, quoi. Tous les coups c'était les mêmes, donc ils ont fait des grilles de loto, ils ont mis les mots, et au fur et à mesure ils cochaient. Si ça sortait, je sais pas quoi, productivité, hop, ils cochaient, comme une grille de loto. Et puis dès que tous les mots étaient remplis, ils ont fait tous bingo. Et le manager ou le cadre, je sais pas qui, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont marrés, quoi. Notre responsabilité est bien de changer notre langage, de prendre le risque de passer pour des ringards en disant travailleurs, de prendre le risque de dire j'emmerde le projet, de le dire, d'utiliser des mots, de parler des pauvres et non pas des défavorisés, de parler des exploités. C'est-à-dire
d'utiliser un langage qui fabrique des oreilles. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Hein. La preuve, dans les ateliers des intox, ils se lâchent. Hein. Alors là... Tout le monde peut le faire. Donc l'atelier des intox, après, vous réunissez 5 personnes, 10 personnes. Vous essayez, pendant une réunion quelconque, vous dites « Ah tiens, est-ce qu'on se ferait pas une heure de désintoxication du langage ?» Et après, on se parle autrement, en fait. Si on retire les mots de la langue de bois, on se dit on pourrait prendre des vrais mots, en fait. Et après, faire jouer les gens, là, il y a toutes les propositions, il y en a plein, puis on peut en inventer aussi des nouveaux jeux. Les ateliers sont des endroits protégés où on peut se désaliéner. Mais effectivement, une fois que ces gens-là retournent dans leurs administrations, ils sont de nouveau seuls face à ce langage. D'où la nécessité de faire connaître le plus largement possible ces bagarres, pour que les gens se sentent de moins en moins seuls et s'autorisent de nouveau à dire « Écoutez, la mutualisation, là, j'en veux pas, en fait. » Démarche quoi? Qualité. Mais je trouve pas que c'est de la qualité de plus avoir le droit de parler à un malade. Donc non, j'en veux pas, en fait. Je veux pas de démarche qualité, remballez-la. Ils le feront s'ils se sentent qu'on est des milliers à penser comme ça et à oser le dire. On l'a fait avec l'éducation populaire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des milliers de jeunes sur la place de la République, les mecs qui disent on fait de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché le mot, et ben ils utilisent le mot dans leur combat et dans leur lutte. Et ça c'est pas mal. À chaque fois qu'on conscientise quelque chose, pour moi c'est pour la vie. Oh, mais c'est pas parce que tu le sais, c'est pas parce que tu l'as compris une fois que tu arrêteras complètement de l'utiliser. Mais quand même, ça marchera moins sur toi. Ça c'est sûr, ça aura moins d'effet, tu laisseras moins mener par le bout du nez. Il suffit pas d'avoir cette connaissance-là, il faut aussi la renforcer. Et moi c'est ça qui m'a fait venir à cet atelier-là. En fait, il y a la démarche individuelle où là pour moi il n'y a pas de frein. Il s'agit une fois qu'on a ces connaissances et ce recul critique, on l'a. Mais ensuite, d'en faire une démarche collective, ça c'est une autre chose. Ce qui est motivant aussi, c'est éventuellement de nouer des contacts, de faire des rencontres et de se rendre compte que toi aussi, soit tu agis, soit tu aimerais agir. Quand ça va péter, tu vas voir tous les gens qui en auront vraiment, vraiment ras-le-bol des contrats pluri-objectifs annuels de progrès du territoire du lien social dans la synergie partenariale des collaborateurs proactifs. Tu vas voir. Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. Il nous manque.